Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. 2009 a été une année très difficile pour le Québec, entre autres, et que nous réserve, 2010, au point de vue gouvernemental. Alors, pour nous en parler, je reçois le député provincial du Parti québécois en Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, M. François Gendron. Monsieur Gendron, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Première visite en 2010 et non la dernière, j'en suis persuadé. Alors, dans mon intro, M. Gendron, je disais que pour le gouvernement, 2009 a été une année vraiment très difficile. Quels ont été les plus gros dossiers gouvernementaux en 2009? Bon, les dossiers les plus difficiles, c'est bien sûr l'économie, au sens que quand on met tous nos œufs dans le même panier de la relance, qui était légitime, rappelez-vous, on en a déjà parlé, mais à un auteur tel qu'on est obligé de mentir, de ne pas donner leur juste, de faire à croire qu'on avait tout prévu ça, puis que tout va bien, puis qu'il n'y a pas de problème. Et là, vous avez toute la suite des choses, que ce soit le CHUM, que ce soit les dossiers, la collusion, mais si on va avoir un angle, parce que je veux respecter ceux qui nous écoutent, le point le plus important, ça a été toute la notion d'intégrité de ce gouvernement-là qui ne l'est pas. Des ministres dans la merde parce qu'ils ont été obligés de mentir, tricher et tromper la population. Et un premier ministre qui nage là-dedans parce qu'il dit « Moi, je suis un bon communicateur. » Et par le biais de la communication, étant un excellent communicateur, ça me permet de dire n'importe quoi. Ce qui a fait que la fin de session était difficile sur le plan des valeurs, difficile sur le plan du décorum, parce qu'à un moment donné, ça devient insupportable quand tu as en face de nous des gens que tu sais qui nous disent complètement l'inverse de ce que tout le monde vit. Là, à un moment donné, ça marche plus sur le plan des valeurs d'éthique, sur le plan des valeurs d'intégrité, sur le plan de tout ce qui appelle le niveau de ministre ou de parlementaire qui devait avoir un peu plus de respect de l'électorat. Moi, je peux pas dire qu'il mouille tout le temps quand il fait beau. Ah, il y a un bout, là, et c'est ce que M. Charest a essayé de nous dire. La sacoche était pleine. Il n'y a pas d'inconvénient pour le Québec. On est les meilleurs. Ça va bien aller. Il n'y aura pas d'inconvénient. Puis là, tu vois glisser l'endettement d'une façon majeure. On en parlait un peu tantôt. Un déficit qui s'en vient pour mars prochain. La fameuse loi qui... on a le droit d'en faire maintenant, des déficits. Oui. Le Parti québécois avait mis ça à son agenda il y a plusieurs années passées qu'avec une loi en bonne et due forme, qu'on n'avait plus le droit de faire un déficit. On a mis ça de côté complètement. On prétend rétablir l'équilibre budgétaire 2013. J'ai un peu hâte de voir ça parce qu'on s'enlise terriblement. Pas possible. L'enlisement est trop profond. Pas possible. À quoi peut-on s'attendre, assez brièvement, M. Gendron, mais à quoi peut-on s'attendre en 2010? Bien, rapidement, vous le voyez, M. Charest a déjà commencé, regardez, le film d'horreur, ainsi de suite, je vais amener ça, c'est parce que là, depuis 2-3 jours, on demande aussi aux citoyens du Québec, voulez-vous gérer à la place de celui qui voulait avoir la main sur le volet et être le seul à gérer? Donc, faites-nous des suggestions pour améliorer la situation financière et budgétaire du gouvernement du Québec. Alors, à quoi on va s'attendre en 2010? On va s'attendre encore à des mièvreries, à un discours un peu tricheur, un peu alambiqué. Il a déjà commencé. Il veut faire un forum entre lui et sa même famille. Il veut faire un forum interne, puis on va parler qu'on est meilleur que les autres. Il a déjà indiqué les grandes pistes. Lui, il veut pas parler de les sacrifices qu'on devrait faire. Là, écoutez, là, je vous l'avais déjà dit, pas parce que je suis le pape, ça va être court. Faut faire du ménage dans des dépenses qui n'ont pas de sens, qu'on n'a pas les moyens de se faire. Parce que là, on creuse le trou tellement profond que ça sera plus gérable après. Écoutez... Parce que, M. Gendron, il y a un ménage immense à faire, premièrement, dans tous les programmes gouvernementaux. On en a des programmes, on en a plein. C'est terrible. Et je ne suis... C'est pas que je suis contre ces programmes-là, mais est-ce qu'il y a des programmes qui nous coûtent un bras, puis un pied, puis une jambe, puis une main, que l'on pourrait tout simplement mettre de côté ou amoindrir les coûts? Ben, il y a deux choses, là. Il y a des programmes, puis il y a des folies. Alors, séparons les programmes des folies. Alors, allons-y un petit peu d'infolie rapidement.
Alors, moi, de savoir que ce gouvernement-là a encouragé ce qu'on appelle la formule de prime d'appréciation sur un rapport d'évaluation des hauts cadres, ça n'a pas de sens. Deuxièmement, vous êtes député ou peu importe, vous partez de votre propre chef. Ça n'a pas de sens que je vous donne une prime de séparation pour souligner votre départ. Et que vous soyez de n'importe quelle allégeance politique, M. Gendron, je suis d'accord avec vous. Mais j'ai toujours dit la même chose là-dessus, même. Oui, puis même moi, j'ai ici, là, avec M. Bernard, j'en ai parlé, je n'ai parlé avec M. Lemay. C'est quoi ces mots juste, pour être poli, de primes-là qu'on donne? Je quitte la politique, je suis tanné, je m'en vais, je retire 106 000 $. Aïe, aïe, excusez-moi, mais là, moi, j'ai de travers, là, j'aime plus ça. Là, vous avez raison, mais là, mettez-les pas juste sur l'angle politique, parce que les politiques... On n'est que 125. Oui. C'est bien plus grave de savoir qu'au moment où je vous parle le matin, là, il y a 420 cadres payés 157 000 en moyenne qui sont sur le carreau, qui n'ont pas de job. Mais ils sont payés depuis des années. Ça, là, on est ce matin, le 12 janvier. Ça, c'est pas plus grave de savoir qu'au moment où je vous parle, ça existe. Deuxièmement, c'est pas mal plus grave de savoir qu'Hydro-Québec, qui est une société d'État d'envergure, qui va encore augmenter les tarifs, a une politique de rémunération au rendement de ses cadres, mais ces cadres qui sont déjà payés à 170, 180, 185, là, on dit, voici, pour ton bon rendement cette année, 15 000 de primes, 20 000 de primes. Ça n'a pas de sens. Pas compliqué. C'est des folies. Oui, mais un instant, pour pas se perdre, il y avait, je vous l'ai dit, je me calme, il y avait les folies, puis certains veulent mettre l'accent sur les programmes. Faut corriger. Autrement dit, un gouvernement va être crédible quand il va commencer à faire du ménage dans sa cour avant d'envisager on va augmenter les garderies, parce qu'il va falloir le faire, on va mettre le péage sur les autoroutes. Mais quand ta maison est pas propre, puis ta maison est pas nette, faut que tu commences par nettoyer ta maison avant d'envisager de corriger systématiquement le système qu'on appelle parfois le modèle québécois. Est-ce que dans le modèle québécois, il y a des choses à corriger? Oui, calmement. Je donne un exemple. Est-ce qu'on peut toujours avoir encore le meilleur régime de congés parentaux au monde? On a le meilleur régime. Oui, exactement. La réponse, c'est non, on ne peut pas avoir le meilleur régime. Il faut en avoir un. Mais on ne peut pas avoir le meilleur régime quand on a un niveau d'endettement comme on en a un. Et là, je pourrais vous faire une liste. Mais avant de faire cette liste-là, corrigeons les abus qui n'ont plus de sens. Et là, on était sur les primes de départ, les primes de séparation, les bonnets au rendement, les pourcentages, les congés additionnés. Dans le domaine de la santé, combien de millions les cadres ont eu pour leur rendement, etc. Ah oui, on a parlé l'autre fois de 230. Une affaire de fou. Même juste qu'un aumônier qui a eu une prime. Alors, OK. Mais c'est juste ce que je voulais dire, c'est qu'hier, je lisais sur le journal qu'un cadre qui gagne 204 000 $ par année vient de recevoir une prime annuelle de 23 800 $. Fait que celle-là, Monsieur Gendron, on parle d'une reprise frileuse de l'économie en 2010. On parle que ça pourrait aller dans le deuxième, voire troisième trimestre de 2010. Est-ce que vous y croyez? Je pense sincèrement que l'année 2010 va être difficile parce que on vient un peu trop à l'emporte-pièce, mais quand même sur le plan des choses, on a raison. On vient de parler que la situation financière du gouvernement, ce qu'on appelle l'endettement, est élevée, donc ça coûte cher quand on a un endettement élevé. Mais au-delà de ça, plus général, est-ce que l'économie, la reprise a des signes crédibles? Oui, j'y crois. Je connais un peu ces domaines-là, mais ça va être lent et ça n'aura pas la signification qu'on pensait que ça l'aurait, parce que l'endettement est trop élevé et notre coût de financement du service de dette va être tellement élevé que ça va ajouter un deuxième boulet à une reprise plus significative. T'sais, autrement dit, là, ça va être lent, mais il y a vraiment une reprise, parce que regardez dans l'immobilier, bon, il y a des maisons que les gens sont pas capables de payer, vous savez ça. Oui. Bon, mais la bonne nouvelle, c'était que le niveau est plus élevé qu'on avait espéré
de mise en chantier de nouvelles résidences. Ça, c'est une Moses de bonne nouvelle. Aux États-Unis, les indicateurs de consommation sont assez intéressants en termes de reprise. Et rappelez-vous... Oui, parce qu'on parle, au lieu de 400 000 maisons, on parle d'une possibilité d'environ 800 000, peut-être. Presque le double. Alors, mais on était déjà à 1 million et quart environ. Non, mais partons pas de ce qu'on était. Non, il faut y aller, oui, exactement, parce qu'il faut y aller sur ce qu'on est aujourd'hui, en espérant à faire mieux. Voilà. Non, mais là, vous venez de toucher, vous m'avez demandé ce que j'y crois. Moi, je pense que tous les lecteurs de cette situation-là, on appelle ça de même, qui disent que la reprise, les signes sont réels, je partage cet avis-là, vous m'avez demandé ça. Par contre, est-ce que ça va être très, très senti rapidement? La réponse, c'est non. Sûrement pas. Monsieur Gendron, on va faire un petit peu de coq à l'âne, parce qu'on a tellement de choses à parler. On va essayer de se rendre jusqu'au bout. Je penserais pas. Il y a un autre député du Parti québécois qui a quitté le navire dernièrement. C'est le député de Vachon, Monsieur Camille Bouchard. Et un peu, il semblait dire, pas qu'il semblait, il a dit assez ouvertement qu'il était un peu frustré de travailler dans l'opposition. Il y a M. Legault aussi qui avait laissé sous-entendre un peu ça, parce qu'on sait fort bien qu'il n'y aura aucune élection provinciale avant au moins 2012, au moins, voire peut-être 2013. Donc, ça va faire quand même 10 ans au-dessus que le Parti québécois va être dans l'opposition à ce moment-là. Il quitte le navire. Est-ce que ça a été une déception pour le Parti québécois? Ben, moi, pour moi, personnellement, parce que c'est un ami, Camille Bouchard est un type d'envergure, à contenu très intéressant dans une équipe, quelle que soit l'équipe. Alors, perdre un soldat d'envergure, c'est toujours plate de perdre un soldat, oui. Et c'est encore pire quand il est d'envergure. Alors, Camille Bouchard, c'est un gars d'envergure. Faut toujours, par exemple, relativiser. Le problème de Camille Bouchard, c'est un type qui a la conviction qui influençait ce qu'on appelle les débats sociaux avant d'être en politique. Là, il est venu en politique pour les influencer davantage et pour ça, il a raison. Il a raison quand tu es un type d'envergure qui a une pensée comme M. Bouchard, qui a produit moult essais, écrits, réflexions. M. Bouchard, c'est quelqu'un, faut savoir ça, qui prononçait à peu près 75 à 100 conférences par année de nature d'envergure. Le Canada l'invitait, le BC, les États-Unis, parce que c'est un docteur, il y a 3 doctorats, c'est un gars de haut niveau intellectuel. En particulier sur toute la dimension éducative, les enfants, les jeunes et la psychologie des jeunes ados. Lui, il est convaincu qu'il veut influencer le débat et la lecture qu'il avait faite dans l'élection inutile de M. Charest de 2008, je me représente, mais on est au pouvoir. Parce que, oui, il a raison, un type d'envergure comme ça aurait sûrement été ministre au pouvoir. Sûrement. Et là, quand tu es ministre, est-ce que tu peux produire des réflexions, des orientations qui marquent davantage la société québécoise? La réponse est oui. Constatant que c'est pas la situation, puis là, à un moment donné, j'aime ça les faits. Un peu déçu de la responsabilité qui était la sienne. Je trouvais que ce champ d'activité-là était trop restreint, lui donnait pas assez de visibilité. Une fin de session dans les marécages et dans un niveau de langage qui n'est pas celui de Camille Bouchard, qui est un gentleman. Oui, c'est que ça. Autrement, entre parenthèses, ça fait dur, là. Oui, il l'a même dit. Oui, mais il l'a même dit dans sa décision. La première fois que j'entendais ça, là, j'ai pas aimé le climat parlementaire et ce que j'ai constaté. Oui, je l'ai lu aussi. Oui. Bon, alors, il a additionné ces vecteurs-là. Il vieillit, comme tout le monde. Il dit, moi, je voudrais redonner un dernier coup en termes d'influence, je termine. Rappelez-vous, M. Ryan, c'est exactement le même cas de M. Ryan qui conclut sa carrière politique. Moi, je pense que j'influençais plus le débat social quand j'étais éditorialiste au Devoir que homme politique. Camille pense, je retourne dans mon sillon d'influence, puis mon sillon d'influence, c'est la réflexion, c'est des conférences, pas sur des niaiseries, sur des thématiques nationales qui risquent de changer. C'est digne de ce qu'il est. C'est digne de ce qu'il est. C'est vraiment un homme d'envergure qui fait un choix pour davantage poser sa pierre dans une société qui veut changer. Puis il dit, je vais changer davantage en dehors de la politique. Monsieur Gendron, convention collective des quelques 450 000 ou à peu près employés de la fonction publique et parapublique, ça sera de grosses négociations en 2010. Parce que quand on regarde la demande, qui est d'environ 11,25 pour 3 ans, ce qui représente un surplus de 3,2 milliards en dépenses au gouvernement, déjà, on est dans le rouge. L'offre du gouvernement est de 7 pour 5 ans. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ça? Bon, j'espère qu'on va s'attendre à des négociations ouvertes, transparentes. Autrement dit, moi, la seule réflexion, soyons honnêtes, mettons tous les chiffres sur la table, puis dis, voici la situation, puis faisons des comparaisons.
est-ce que ces gens-là, légitimement, ont le droit de s'attendre à avoir une amélioration de leurs conditions? Oui, ça, c'est le propre du syndicalisme, d'améliorer les conditions de travail de tes concernés. Mais il y a tout le réalisme situationnel, puis il y a ce qu'on appelle aussi la rémunération globale. Là, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que ça veut dire, mais le public et vous, là, la rémunération globale, c'est tous les autres éléments. Oui, parce que est-ce qu'on a en main sécurité d'emploi qu'avant? La réponse, c'est non. Mais est-ce qu'il reste encore beaucoup de sécurité d'emploi? La réponse, c'est oui. Je viens de vous dire, qu'est-ce que je vous ai dit à l'entrée d'émission, là? Les 400 quelques cadres, là, qui sont habilités depuis des années, mais on les paye pareil. Ça existe, cette réalité-là, encore, là, au niveau des cadres. Parce que j'étais dans ça de longtemps. Donc, il faut le compter. Oui. Les congés sociaux, puis les bénéfices marginaux, puis la conditions de travail. On peut pas avoir meilleur que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, faut en tenir compte. On peut pas arriver juste salaire, salaire, salaire. Faut regarder autre chose. Donc, dans le pourcentage, si on affecte des morceaux dans le pourcentage d'augmentation légitime demandée d'éléments que je viens de mentionner, il y aura moyen d'aller chercher un règlement satisfaisant. Mais si on reste bloqué sur le salarial, ça va finir comme vous savez, malheureusement. Parce que vous autres, vous savez c'est quoi, M. Gendron, au Parti québécois, ça vous a coûté une élection au début des années 80. Vous avez complètement raison. Une négociation. On a assumé notre responsabilité d'État. On voulait avoir la main sur le volant, pour prendre l'exemple, mais nous, la différence, c'est qu'on l'a exercé. On le chauffait, le bazou. Là, le bazou, il est dans le champ, puis on va ça, il conduit, puis il se prend pas de décision. Parce que dans les débuts des années 80, aucun député du Parti québécois n'avait été élu dans la région de Québec, si ma mémoire est fidèle. Votre mémoire est fidèle. Écoutez, 82, je m'en rappelle, et en 85, on a été balayés, on a été littéralement balayés à cause des décisions difficiles qu'on était obligés de prendre en 82. Mais là, il faut toujours être honnête. On avait respecté la Convention en versant 13,2 de masse salariale en juillet 82. C'est parce que là, il faut au moins le compter comme il faut. Oui, puis après, on l'a versé, on a dit, ben là, vous devriez nous le remettre parce qu'on n'avait pas les moyens de vous l'offrir. D'où la baisse de 20 etc. Pour 3 mois. 3 mois. J'étais là, monsieur. Je sais très bien. J'étais là-dedans, j'étais au Conseil des ministres, j'étais au comité des priorités, j'étais au Conseil du Trésor. Est-ce que, M. Gendron, en 2010 ou même dans les années 2000, est-ce que le Québec vit au-dessus de ses moyens? Présentement, oui. Ben oui, présentement, oui. Regardez, le problème, puis là, peut-être que j'aimerais pas ça, mais moi, à ceux qui nous écoutent, j'espère qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et là, encore là, calmement. Quand je dis le Québec est différent, et on s'en sortirait mieux si c'était un État complet, parce qu'on faudrait faire le ménage de l'ensemble de nos politiques. Et là, j'allais dire, c'est quoi cette affaire-là? C'est pas compliqué. Que ça soit M. Charest, M. Bourassa, M. Bouchard, tous les premiers ministres du Québec, depuis au moins 65, gèrent le Québec comme si c'était un État national complet. Puis c'est pas vrai, il y a juste la moitié de sa besace. Ayant la moitié de sa besace, regarde, je m'en vais au Yukon, moi, la semaine prochaine, là, au territoire du Nord-Ouest, là. Je m'en vais à Whitehorse, là, pour une conférence inutile, je le sais d'avance, on va aller parler d'affaires, mais ça fait partie du régime dans lequel je suis. Et si on n'y va pas, là, on dit, hey, pourquoi vous pratiquez la politique de la chaise vide? Et là, je pourrais additionner, et être très long, là, dans l'explication, mais pas compliqué. Le Québec, parce que votre question est honnête, est-ce que le Québec va au-dessous de ses moyens? Ben oui. Il prend des décisions comme un État national, à peu près dans tout, puis il n'y a pas ce qu'on appelle la responsabilité nationale en finances, en décision. J'avais amené l'Ontario officiellement pauvre, mais toi, la péréquation est rendue, là, puis là, il expliquait tout le système de la péréquation. Que l'Ontario n'a jamais eu. Jamais. Puis aujourd'hui, ça va être une des premières provinces à l'avoir. Qui va en avoir le plus. Et ça presse, oui. Et ça presse, oui. C'est ça. Formule. Ça veut dire qu'on s'en tire bien d'abord au Québec versus l'Ontario? Par rapport à la notion de péréquation, oui, mais votre question, c'était pas ça. Votre question était, est-ce qu'on vit au-dessus de nos moyens? Je comprends, parce que qui va recevoir la plus haute somme, même si c'est l'Ontario qui est le plus dans la dèche? Écoutez, là, moi, quand je sais que je vais recevoir l'an prochain presque 10 milliards de la péréquation, ça corrobore ce que je viens de vous expliquer. Un gouvernement qui n'a pas l'ensemble de ses choix budgétaires, puis la moitié qui vient d'ailleurs, ben ça fait ce qu'on va vivre dans les prêts et bourses. Vous le savez, vous suivez l'actualité. Les jeunes, ils ont fait quoi il y a 2 semaines, 3 semaines? Ils sont allés hurler à Ottawa avec raison en disant, nous autres, là, on est pénalisés. Et là, dans ce temps-là, savez-vous ce qu'on fait? On paye en double.
on fait ce qui va se passer. Je suis convaincu. Nos prêts étudiants vont continuer à augmenter. Nos bourses vont augmenter pour compenser l'absence de soutien du fédéral dans le système. Puis là, votre question, il ne faut pas la perdre de vue. Rappelez-vous toujours, vous m'avez posé la question, est-ce que le Québec vit au-dessus de son moyen? Il est obligé de vivre au-dessus de son moyen parce qu'il y a une gestion comme si c'était un État complet. Puis il y a juste 50% de ses outils pour le gérer. Tant qu'on ne modifiera pas ce style, ou bien qu'on s'assume. Donc, moi, je suis plus de la thèse, on s'assume, puis s'assumer, ça voudrait dire un État complet. Monsieur Gendron, pourquoi une commission d'enquête publique et indépendante sur l'industrie de la construction, une enquête policière, ça ne fait pas pareil. Je sais qu'on en a parlé. Quand je vous demande, une enquête policière ne ferait pas pareil. On vous a posé la question, puis on l'a posée à peu près à tout le monde. Je vous la repose également. Mais si on s'en va dans une commission d'enquête, là, on va aller fouiller dans des affaires où peut-être que le Parti québécois peut être aussi mal pris que le Parti libéral. Là. On ne le sait pas à ce moment-là. Ça ne nous dérange pas d'autres. On a quand même la transparence de dire si vous croyez ça, puis là, ça marche pas bien. Mais pourquoi pas commencer par une enquête policière et en venir à une enquête? Parce que les procureurs de la Couronne, et là encore là, par respect du public, il faut parler de ces choses-là avec intelligence, les procureurs de la Couronne qui ont l'habitude de conduire les résultats des enquêtes, il dit la corruption est tellement incrustée en système que l'enquête policière ne pourra pas donner les résultats escomptés. Donc c'est de la broue, c'est de la boucane, et vous le savez. Regardez là, moi je subis une enquête policière. Première affaire que le policier vient voir, je te parle pas. J'ai droit à mon avocat. Le policier est obligé de retourner, puis tout ça. Vous le savez, il faut le dire au public. Dans le présent cas, une enquête policière, compte tenu des affirmations qui sont pas prouvées, je le reconnais, mais dites par tellement de gens. Là, écoutez, là, tous les maires des grandes villes sont dans le champ, les procureurs de la Couronne sont dans le champ, tous ceux qui la réclament, les centrales syndicales, les partis politiques, il y a une personne présentement qui dit que c'est pas une bonne idée, c'est le premier ministre. Moi, j'aime pas ça que quand dans l'armée, là, il y a juste une personne qui a le pas, là. J'aime mieux aller voir ses problèmes de santé, il est médicamenté. Mais est-ce pour terminer sur ça, M. Gendron, est-ce qu'on va en venir à une commission d'enquête publique un jour? Moi, je suis convaincu que ça serait ça qu'il faut. Oui, c'est ça, mais est-ce qu'on va en venir là? Je ne sais pas. Vous me demandez, est-ce que M. Charest va finir par comprendre le bon sens et respecter? Il a dit qu'après une commission, après une enquête policière, là, on aura tous les éléments, on en viendra à une enquête publique à ce moment-là. Bien, comment se fait-il que le Parti libéral a autorisé des enquêtes publiques pour les mêmes raisons que je viens d'expliquer, que dans certains cas, les enquêtes policières ne donnaient pas les conclusions auxquelles... Là, il dit le contraire. Puis là, il dit le contraire. Alors là, vous demanderez ça à M. Charest? Oui, j'aimerais ça d'avoir M. Charest. Il vous ferait un beau discours. Il l'a fait à la Roque-Lapierre, puis il a dit la même chose pour la 100e fois, même personne ne le croit. Personne ne le croit. Mais, qu'est-ce que tu veux, M. Charest, il est bon communicateur. Il faut lui rendons à César ce qui appartient à César, mais c'est tout un politicien. J'en dis, je conviens pas. Par contre, c'est un politicien, sincèrement, qui, avec le poste qu'il a, me déçoit énormément parce que il dit des choses qu'il sait qui ne sont pas du tout conformes aux faits. Et ça, c'est le pire que j'ai pas vu depuis bien des années. Monsieur Gendron, le 1er mai 2010, hausse du salaire minimum de 50 sous de l'heure. De mai 2007 à mai 2010, il y a quand même eu une hausse de 8 $ à 9,50 $. C'est quand même 1,50 $ de plus. Et puis, depuis 2003, depuis que le gouvernement libéral est au pouvoir, il y a eu quand même 30 % d'augmentation et le coût de la vie a augmenté seulement de 13 %. Puis, le Parti québécois, de 1999 à 2003, hausse seulement de 10 sous l'heure d'augmentation du salaire minimum. Est-ce que le salaire minimum à 9,50 $ commence à avoir une parité, commence à être... Ça commence pas à être bon, c'est pas ça que je veux dire, mais quand même, on le hausse graduellement depuis 10 ans bientôt. Oui, là-dessus, moi, je dis, il y a des affaires qui sont intelligentes. La différence, c'est qu'on peut pas parler de ça sans comparer avec les autres à cause de l'interprovincialité.
Et c'est toujours, on dit, à se regarder, on se désole, à se comparer, on se console. Et il faut regarder les effets que ça a eu sur l'économie de ces hausses successives. Est-ce que, globalement, dans l'économie, l'impact demeure bon et il n'y a pas eu comme conséquence de soustraire un certain nombre de gens d'emploi au salaire minimum parce qu'il est devenu trop haut? Là, j'ai pas ces données-là. On les a au Trésor, on les a au ministère des Finances. Moi, je suis porté à dire, c'est comme dans n'importe quoi. Quand c'est équilibré, intelligemment, mais là, j'ai l'impression que des hausses répétitives et constantes qui dépassent les coûts d'inflation, je voudrais analyser le tout pour voir la conséquence sur l'économie. Mais là, c'est facile de dire le Parti québécois. Le Parti québécois, quand il a été élu, là, il y avait un déficit de 5 milliards sur le compte courant, puis 6,5 la dernière année. Tu peux même pas hausser ce qui est minimum, tu te dois le. Monsieur Gendron, une question que je veux vous poser, mon Dieu, que le temps passe vite, ça n'a pas de sens, parce que je veux toucher à la région également, mais une vente possible ou la privatisation d'Hydro-Québec, est-ce que c'est une chose qui est envisageable ou 50 peut-être? Hydro-Québec vaut quoi aujourd'hui? 125 milliards à peu près. Est-ce qu'on peut lancer un chiffre de même, là? Environ? Bon, vous êtes moi, d'après moi, vous êtes dans un bon ordre. Là, OK. Alors, une privatisation de 50 d'Hydro-Québec, mettons 65 milliards, on réglerait un fichu paquet de problèmes. Est-ce que c'est une chose envisageable, une chose réalisable en 2010, M. Gendron? Ben, moi, je pense que non, parce que c'est que si tu veux, Hydro-Québec est une fierté nationale, c'est une société d'État qui a augmenté ses ratios de liquidité, qui a augmenté ses ratios de rendement, qui commence à être très performante sur l'échiquier mondial, qui fait un peu le renom du Québec. Dès que tu vends la moitié d'Hydro-Québec, t'as plus la même prestance, t'as plus la même considération. Et moi, je vous dirais, M. Lacasse, il y a tellement d'autres choses à faire que ça serait pas ma priorité. Moi, je peux jamais dire jamais à tout. Est-ce qu'un jour, ça sera pertinent d'en prioriser? Peut-être. Mais moi, je sais vous bien parler, est-ce que c'est envisageable en 2010? La réponse, pas. Non, mais je veux dire, est-ce qu'on peut commencer à en parler en 2010? C'est ça. Et non pas faire une action en 2010. Oui, on peut peut-être en parler, mais documenter. On peut pas parler de choses gratuitement. Il faut parler avec un dossier, un document d'envergure, parce qu'il a déjà été analysé 6 ou 7 fois. Oui. Le fractionnement partiel ou total ou la privatisation. Et moi, ce que j'ai lu, on arrive toujours à la conclusion que c'est pas une bonne idée. J'ai pas changé d'avis. Et l'achat de New Brunswick Énergie, l'hydroénergie New Brunswick, c'est une bonne chose? Pour le Québec, c'était bon. C'est bon. Pour le Québec, c'était bon, sauf qu'ils sont pas fous, là. Non, mais là... Alors, bon, quand c'est trop bon pour une province, l'autre réagit comme il a réagi, puis là, c'est pas fait, ça. Monsieur Gendron, 10 secondes seulement. Projet de loi sur les mines, oui? Oui. C'est une chose qui est... Programme des régions ressources? Programme des régions ressources, je l'ai dit, on répare pas ce qui est quelque chose qui est pas brisé. Okay. Programme des régions ressources, on leur conduit, mais avec perdre pour l'Abitibi. L'Abitibi perd parce que ce qui est important pour l'Abitibi, c'était la subvention à la masse salariale. Et on l'a perdu. Remaniement de la carte électorale. Est-ce que 125 comtés, c'est trop? C'est en masse, en tout cas. Il dit c'est en masse. On s'arrange pour 75, c'est comme au fédéral? Non, mais c'est en masse. C'est en masse. Écoutez, il veut pas répondre. Non, je oui, mais c'est en masse. Qu'est-ce que vous voulez dire parce que c'est en masse? Vous voulez dire entre parenthèses, mais c'est trop? Ou ben non, pas plus en tout cas certain. Pas plus certain. Oui, non, je le dis clairement, pas plus certain. Et arrêtons de penser qu'au lieu de corriger un problème, gratuitement, facilement, on dit, non, regarde, on va juste additionner des comtés, puis ils vont tous tomber là où la population se développe, c'est-à-dire dans la Grande Couronne et autour du Ben. Oui, c'est ça. Puis là, on va vendre ça avec un bon communicateur comme Charest. Hey, nous, on a le souci des régions. C'est de la merde, c'est faux, c'est... Monsieur Gendron, merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avons. Merci infiniment. Puis on va se reprendre certainement quelque part au printemps 2010. Bien sûr. On va avoir du temps devant nous, puis on parlera spécifiquement de dossiers régionaux. Merci beaucoup, monsieur Gendron. Bienvenue, M. Lacasse. Bienvenue chez la Public. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. Donc, on s'en parle. Au revoir et bonne semaine.